Bienvenue dans le 5e CEO Live Talk. Aujourd'hui, on va parler de vente et de closing. Alors, toi qui es entrepreneur, dirigeant, si tu veux savoir comment on fait dire oui à un prospect, comment on peut utiliser toutes les techniques de vente pour aller de l'engagement jusqu'à la signature finale du contrat, je reçois aujourd'hui Raphaël Bourkis. Raphaël, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es un expert en vente, tu as dirigé des équipes de vente et tu es aujourd'hui dans le CEO Live Talk, le podcast du CEO Club. Alors, qu'est-ce que c'est que le CEO Club? Le CEO Club, c'est un club qui réunit des dirigeants et des entrepreneurs qui sont tous entre 100 000 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont plus de 7 ans d'expérience et qui sont tous là pour faire du réseau de qualité et atteindre leur objectif à travers une communauté et un club de dirigeants. Donc aujourd'hui, on va parler de vente et de closing. Donc merci Raphaël d'avoir accepté mon invitation. Tu es le fondateur de Didomi. Donc Didomi, c'est un leader du consentement. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le consentement sur ton produit? Exactement. Donc je suis un des cofondateurs et le CRO, donc Chief Revenue Officer de Didomi. Alors le consentement, tout de suite, pour être clair, c'est pas tout ce qui va être MeToo ou autre. C'est pas la bague de doigt. Non, pas du tout. C'est vraiment l'idée d'aider des entreprises à gérer toutes les obligations qui sont liées au RGPD et aux lois sur la protection des données. D'accord. Donc aujourd'hui, Didomi, ce que tu m'as dit, c'est à peu près 1500 clients dans le monde, 30 pays. C'est ça. Et avant ça, tu étais chez Kappa. Tu as fait passer Kappa, donc belle trajectoire de 0 à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, notamment dans la vente. C'est là où tu as croisé notamment, je crois, Stéphanie Delestre avec qui... Stéphanie était ma boss, effectivement. D'accord, okay. Ouais. C'est sympa parce que j'ai rencontré personnellement aussi Stéphanie qui est venue à une de nos événements. J'avais beaucoup apprécié. C'est impressionnant. Contact aussi, ouais. Donc on continue dans la même fratrie des entrepreneurs. Et tu es aussi business angel sur une trentaine de startups. Qu'est-ce que du coup cet amour pour l'investissement, c'est venu d'où? Alors c'est lié de ma passion pour la vente aussi, puisque j'ai commencé mon premier investissement quand j'ai investi dans Cobra, qui est une solution de gestion des commissions des commerciaux pour éviter d'être toujours dérangé en tant que head of sales ou dirigeant sur le calcul et bien motiver les commerciaux. Les bons commerciaux, on en parlera peut-être, mais sont aussi motivés par les bonus et ce qu'ils vont réussir à faire. Et du coup, j'ai beaucoup aimé cette première collaboration en tant que BA avec Antoine, le CEO de Cobra. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai multiplié les investissements et j'en suis à environ une trentaine aujourd'hui. D'accord. Donc c'est ton passe-temps, c'est ton hobby. C'est un de mes passe-temps, oui. Il y en a d'autres effectivement, mais... On y reviendra en tout cas. Mais si tu es là aujourd'hui ce soir, c'est vraiment aussi pour ton expertise de la vente et du closing. Donc on va commencer tout de suite avec une question dans le dur. Pour toi, quelle est la définition du closing? Très succinctement, le closing, c'est le fait de matérialiser la vente une fois qu'on a fait toutes les étapes qui sont au-dessus. Donc c'est vraiment la fin du processus de vente. D'accord. Alors du coup, j'ai travaillé un petit peu sur une définition un peu plus élaborée. Alors si tu peux me permettre, je vais essayer de donner une définition un peu plus élaborée. Attention. Voilà. Donc le closing, ce n'est pas une simple signature, c'est les résultats d'un travail bien mené en amont, un bon ciblage, une offre bien positionnée et une exécution fluide du cycle de vente. Donc on voit que c'est comme ça va chez beaucoup plus loin que le simple fermeture d'un deal en tout cas. Et c'est pour ça de ce qu'on va parler ce soir, c'est vraiment toutes les étapes qui mènent au closing et comment mener un bon closing pour qu'est-ce qui se passe avant et qu'est-ce qui se passe après. Alors tout de suite, on va faire un petit jeu. Je vais te donner des exemples de sociétés et je vais te poser une question. Classe-moi de 1 à 5. Est-ce que ces entreprises réussissent à te vendre du rêve? Est-ce qu'elles sont bonnes à vendre du rêve? Parce que la vente, c'est aussi du rêve. C'est mettre de l'imaginaire et du storytelling. Et donc, si c'est 1, c'est qu'elles sont très mauvaises à envoyer du rêve et du storytelling. Et si c'est 5, c'est qu'elles sont excellentes. J'espère qu'il n'y a pas nos clients chez Didomi qui sont dans la liste. Sinon, j'aurais du mal à répondre. La première, c'est Tupperware. 4. McDonald's. 3. Starbucks. 4. Disney. 5. Apple. 4. L'armée de terre. 3. OpenAI. 4. Ryanair. 2. Ok. Alors, tu as classé Ryanair 2. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est pas une société qui arrive à vendre du rêve et du storytelling? Alors, je pense que dans la vente, pour remettre en perspective, vendre du rêve, effectivement, ça dépend ce que tu vends. Si tu vends du low cost, typiquement comme Ryanair, qui est à peu près l'inverse d'un Apple ou d'un Starbucks qui va te vendre un café 5, 6 euros grosso modo, tu es sur des propositions de valeur complètement différentes. Et je pense que quand tu es dans du premium, finalement, tu peux plus vendre du rêve pour aller chercher de la valeur incrémentale versus un simple café. Quand tu fais Ryanair, tu vends du rêve parce que tu permets de voyager partout, mais tu vends effectivement, tu as surtout une super proposition de valeur. Donc, proposition de valeur ou value for price très élevée. Mais par contre, en termes de vente du rêve, c'est quand même assez compliqué, puisqu'en termes d'expérience client, c'est compliqué de... Tu as donné 4 à McDonald's. J'ai donné 4 à McDonald's, puisque je pense qu'en
termes de storytelling ou autre, effectivement, c'est pas du premium, mais je pense qu'en fait, ils ont un marketing très fort où dès l'enfance, en fait, ils commencent déjà à te mentaliser que tu fais ton anniversaire chez McDonald's. Quand t'es enfant, c'est un rêve. Donc, ils sont très bons niveau marketing là-dessus. Donc, tu as une capacité à vendre du rêve. C'est pas du low cost pour moi. C'est du fast food, mais c'est pas du low cost. Très bien. Bah, écoute, merci pour ces petites notes. Alors, du coup, maintenant, on va parler un petit peu de la vente. Et on va aussi parler de l'étape numéro 1 de la vente qui est qu'est-ce qui se passe avant la vente. Parce que pour vendre, déjà, il faut un bon produit. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle l'équation de valeur? Est-ce que ça te... L'équation de valeur, Est-ce que tu as déjà lu Alex Hormozy? Non. C'est un concept qui est super intéressant et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus parce que tu vas vite comprendre que c'est une étape qui est vraiment préalable à la vente. C'est OK, qu'est-ce que je vends? Donc, ce que je vends, je dois maximiser la valeur. Donc, j'ai une équation. Une équation, en fait, en mathématiques, tu as un numérateur et un dénominateur. Ce qui est au-dessus et ce qui est en dessous. Et en gros, la valeur est égale à un truc qui divise un truc par un autre. Donc le but, c'est que le haut soit le plus fort et le bas soit le plus faible. Après, en mathématiques, il faut maximiser le haut et minimiser le bas. En haut, t'as quoi? En haut, t'as la proposition de valeur. Donc comment le prospect se dit, OK, ce truc-là a de la valeur. Un voyage en Martinique, OK, je vois les palmiers, je vois la plage, ça a de la valeur. Je le vois tout de suite. Multiplié par la probabilité que j'ai de l'atteindre. Est-ce que du coup, il y a un vol pour aller en Martinique? Est-ce que du coup, il y a des horaires qui me conviennent? Est-ce que là-dessus, il y a un package tout compris avec restaurant, serviette sur la plage et excursion touristique? Voilà, c'est la probabilité que je vais pouvoir atteindre ce rêve. Donc, il faut maximiser ça et tu divises par ce qu'il faut minimiser, qui est en fait le temps que tu mettras à atteindre ton rêve multiplié par l'effort que tu vas mettre à l'atteindre. En gros, le prix ou toutes les étapes que tu dois franchir. Donc, par exemple, le temps, si le voyage en Martinique, il est demain, c'est atteignable tout de suite. Et si en plus, il est à moins 50%, j'ai quasiment pas d'effort à faire parce que j'ai 2 fois moins d'argent à décaisser. Voilà. Donc, c'est ça l'équation de valeur. Et ça, c'est une très bonne notion, je trouve, pour simplifier un prix. Est-ce que tu as déjà vu ce genre de concept? Est-ce que tu le revois un petit peu dans tes offres? Comment tu sais ça résonne en toi, cette notion? Oui, d'une certaine façon. Je parle plus de façon générale de value for price, de valeur versus prix. Je pense que c'est un peu les deux pendants d'une équation ou d'une multiplication. Pour moi, ce qui est important, c'est pas tellement la probabilité que ça puisse convenir. Après, quand on parle d'un tunnel de vente, OK, normalement, tu dois mettre idéalement des leads, OK, ou des prospects quand c'est plus avancé, qui correspondent, qui ont une proportion. Quand tu parlais de ton voyage en Martinique, tu dois essayer de cibler idéalement, si tu vends du voyage, tu dois avoir peut-être fait ton retargeting sur Internet si tu as un site de voyage, pour t'assurer que ces personnes ont plus ou moins la flexibilité de maximiser grosso modo le fait que ceux que tu cibles ont les moyens, la disponibilité de temps. Voilà, donc pour moi, effectivement, ce critère est important. Il doit être déjà pris en considération dans ton funnel de vente. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, ce qui est très important, c'est value for price. Qu'est-ce que tu offres au final, une fois que tu as des gens qui sont qualifiés et qui peuvent acheter l'offre, qui n'a pas de contraintes particulières, combien ça coûte? OK, en prenant toutes les contraintes possibles. Et deuxièmement, quelle est la valeur que tu offres? Si on veut vraiment réduire encore cette équation, je pense que c'est ça que regarde à peu près le commun des mortels. Et après, vérifier que toutes les contraintes, toutes les cases sont cochées à droite et à gauche. Et c'est arrivé parfois de redéfinir une offre dans un cycle de vente en disant voilà, là, il y a un blocage par rapport à la vente et on va repenser l'offre. Est-ce que tu as déjà peut-être une histoire vécue comme ça, par exemple? Bien sûr. J'ai envie de dire, normalement, tu dois itérer, en tout cas, à part si tu as un business qui est extrêmement mature et tu dois le faire, tu dois itérer. Nous, on revoit nos packages, notre pricing le plus régulièrement possible. Alors, des micro-ajustements, on va dire, le plus régulièrement possible. Et après, tu peux faire une refonte de ton pricing, de ton offre de prix, ce qui est parfois galère quand tu es à certains niveaux de maturité d'une entreprise. C'est plus facile quand tu es solopreneur ou une petite équipe. Mais c'est indispensable. Pourquoi? Parce que les attentes du consommateur, même en B2B, des entreprises, peuvent changer. Deuxièmement, tu as quand même la concurrence. Je pense pas qu'il faille s'en préoccuper plus que ça et qu'il faut se concentrer sur son business, sur son offre pour qu'elle soit irrésistible en value for price. Tu es très à l'aise avec ce que tu proposes. Ensuite, tu as une armée de commerciaux qui vont vendre ça et qui doivent être à l'aise. Sinon, ils vont râler en disant, mais attends, on est trop cher, ou alors on n'est pas très cher, mais les clients trouvent que c'est pas assez robuste. Donc, tu dois itérer et je le fais franchement assez souvent. Et en tout cas, j'aime bien avoir les retours du terrain pour être sûr qu'on est compétitif. Et c'est là où, du coup, toute l'interaction que tu as avec tes commerciaux prend son sens parce que c'est eux qui sont en contact. D'ailleurs, comment tu t'assures que ton produit est vraiment aligné par rapport à la demande de tes clients? Comment tu récupères le feedback de tes commerciaux? Premièrement, dans tous les indicateurs, ce qu'on appelait KPI, tout ce que je vais réussir à suivre au quotidien, il y a ce qu'on appelle désolé pour les anglicismes, le win rate. Donc, c'est ton taux de succès, taux de closing. Donc, c'est-à-dire sur le nombre d'opportunités commerciales que tu as ouvertes dans le mois, que tu as un CRM ou pas, mais on va parler de projets même pour simplifier. J'ai 100 projets dans l'année de clients
potentiellement intéressés. Donc j'ai 100 prospects qui ont des projets, qui ont un budget qui correspond plus ou moins à mon offre, qui ont une deadline pour le faire. Bah sur ces 100 projets, combien je vais réussir à en gagner? Ça, c'est un KPI qu'il faut suivre. Est-ce que mon win rate, mon taux de victoire ou mon taux de succès, il augmente dans le temps, il stagne ou il baisse? Est-ce que je suis plutôt bien ou pas bien? Donc ça, c'est soit de parler avec des experts, soit de parler avec des pairs qui sont à peu près dans ton industrie, sur l'industrie de la formation, l'industrie du logiciel, etc. Tu as quand même des taux qui sont pas. Si tu as 10% de taux de succès en logiciel, c'est que tu n'es pas très bon, normalement. Et ensuite, tu peux le calculer par rapport au nombre de concurrents qui sont interrogés systématiquement. Donc ça, c'est important. Deuxièmement, tu as des outils maintenant qui te permettent aussi de revoir les appels Google Meet, Zoom ou Teams de tes commerciaux. Il faut demander le consentement au début, mais tu peux les enregistrer. Donc, ça te permet de voir si le discours est pertinent. Et en tant que dirigeant, en tant que directeur commercial, chef d'équipe ou autre, très important de revoir les calls pour être sûr qu'on reste toujours connecté et que nos offres fonctionnent. Alors justement, on va y parler des appels parce que je pense que le téléphone reste quand même aussi le vecteur numéro 1 de vente avec les rendez-vous physiques, hein, aussi tout ce qui est networking. Très important, les rendez-vous physiques. Et on a eu tendance avec la visio à tout passer depuis le Covid, mais c'est pas la même chose. Alors du coup, c'est une question que j'ai vraiment envie de te poser, c'est comment toi tu gères ce médium de vente? À quel moment tu dis ok, là je sens qu'il faut un rendez-vous physique ou l'appel suffit? Enfin, c'est quoi ta stratégie de décision par rapport à ça en fait? Déjà, les prospects globalement ont moins envie de faire des rendez-vous physiques, c'est plus simple. Je suis en télétravail, je suis derrière mon ordinateur, on n'a pas besoin. Je le vois, même quand je propose d'aller déjeuner ou alors d'aller faire un rendez-vous en physique. Voilà, si tu dois rencontrer une équipe de 5 personnes, ah non, mais on va avoir Jean-Pierre qui va être en télétravail ce jour-là, faisons-le en visio. Ça n'a pas le même impact. Comment je le mesure? Je vais essayer de me battre sur un rendez-vous stratégique à plus fort potentiel pour aller voir la personne, notamment le décisionnaire. Parce que tu fais la différence en personne physique, en rendez-vous physique, tu fais beaucoup moins la différence en visio. Je veux dire, la vente, c'est basique ce que je veux dire, mais ça reste quand même une personne qui fait confiance à une autre personne, parce que tu peux faire des démos, des tests ou autre, il achète quand même une personne. Si tu détestes une personne mais qu'elle a le meilleur produit, sincèrement, t'es mal barré. Il pourra mieux un produit qui est un peu moins bon avec quelqu'un en qui tu as confiance. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as signé le contrat, on parlait de closing, ça démarre. Oui. C'est-à-dire que toi, tu es content, le commercial, il va peut-être toucher sa commission, et derrière, il va falloir délivrer. Et tu vas peut-être avoir envie, même si on te met un customer success ou quelqu'un qui va s'occuper de toi après, tu as envie de te dire, si je suis pas content, je vais quand même rappeler la personne d'avant. Donc, pour répondre à ta question, dès qu'il y a de l'enjeu où je sens qu'on n'est pas à un bon niveau, donc on est mal, effectivement, dans ces cas-là, il faut aller voir les personnes. Après, quand tu as besoin de recréer parce qu'on dit toujours que la vente est une échelle de confiance. Oui, absolument. Et tu as bien résumé effectivement le truc. Donc, ta critériation de dire, voilà, entre la commodité et l'impact, c'est vraiment quand tu veux recréer du lien, que tu veux recréer cette confiance, qui est le préalable à toute vente, où du coup, tu vas déclencher des rendez-vous physiques. C'est ça. J'ai une petite vente, grosso modo. J'ai une TPE avec le dirigeant qui est motivé, qui a un projet. Je vois pas l'intérêt qu'un commercial perde une demi-journée avec les transports pour aller le voir. J'ai un compte du CAC 40 qui a un beau projet. Je trouve ça vraiment dommage si on ne va pas le voir. Ce qui est important dans la vente aussi, c'est le mindset. C'est-à-dire que tu ne peux pas vendre si tu n'as pas un mindset aussi de vente. C'est quoi pour toi le meilleur mindset pour un vendeur? Déjà, c'est un métier de passion. On peut dire non, on fait pas ce qu'on aime. Non, mais après, fais un travail que tu aimes, tu n'auras pas un seul jour à travailler. Bon. Non, mais il y a des métiers pour moi dans lesquels tu peux être excellent et pas passionné, quoi. Tu peux être très bon. L'excellence, pour moi, il faut avoir un côté passion. La vente, j'ai jamais vu un sales qui n'était pas dingue de son métier. La sensation de closer, tu dois l'avoir en toi. Donc ça va être très compliqué si tu n'as pas cette sensation de victoire. Pourquoi? Parce que c'est un métier de rejet. Normalement, même si tu as un très bon taux de succès, tu vas pas gagner 90% du temps ou 95% du temps. Donc même si tu es très bon, une fois sur 3, tu vas perdre. Et encore, ça veut dire que tu gagnes. Exactement. Donc, premièrement, il y a ça. Deuxièmement, l'esprit de compétition. Je pense que c'est important. J'adore quand il y a des gens qui sont sportifs de haut niveau ou autres, des gens qui ont une discipline très importante. La motivation, ça peut vaciller. La discipline, c'est l'inverse. Ça veut dire que tu dois passer des coups de fil, tu dois te défoncer, tu dois faire du rendez-vous, tu dois closer un deal. C'est des hauts et des bas. Et si tu es le meilleur sales un trimestre, tu seras probablement pas le meilleur sales tous les trimestres parce que tu peux avoir ce qu'on appelle ton pipeline, donc ton volume d'opportunités qui diminue parce que tu as fait un trimestre record. Donc si tu fais 300% un trimestre, tu feras pas 300% tout le temps. Ça arrive, il y a plein de sales qui peuvent surperformer, mais globalement, il faut repartir à la chasse si tu es un commercial, si tu es un dirigeant. Et encore, si tu es dans un business qui est non récurrent de service, tu dois encore plus te battre. Donc, passion, résilience, rigueur,
qui est hyper importante. On pense que c'est un métier de bagou et autres. Oui, si tu es hyper stressé et que tu peux pas aligner 2 mots, ça va être très compliqué comme métier. Par contre, il faut avoir une rigueur. Donc si tu es bosseur, si tu adores le métier et que tu es profondément empathique, parce que ça c'est important, et on en parlera sur le closing, il n'y a pas de closing si tu n'as pas compris qui t'avait en face de toi, quel était le company win, c'est-à-dire ce qui est bon pour l'entreprise qui est en face de toi, mais ce qui est bon pour l'interlocuteur qui est en face de toi. Qu'est-ce qu'il doit prouver à son boss? Est-ce que c'est de la notoriété? Est-ce que tu lui simplifies la vie et tu lui fais gagner 1 heure par jour et il pourra travailler moins? Donc voilà, l'empathie, la passion, la rigueur, la résilience, grosso modo pour limiter à 4. Mais il y a plein d'autres compétences qui sont importantes. Et surtout ce qui est extrêmement, je trouve, challengeant, notamment pour ceux qui nous écoutent, qui sont potentiellement des entrepreneurs qui sont en train de faire grossir, scaler leur boîte, c'est que quand tu débutes ton entreprise, quand tu es fondateur, tu es le meilleur vendeur de ta boîte parce que une boîte ne peut grossir que par la vente. En tout cas au début. Mais je pense, Augustin, que la team fondatrice ou le CEO est toujours le meilleur vendeur. Je pense que je le vois. C'était un petit peu ma question, c'était comment tu gères ce passage où en fait à un moment tu dois dire ok, je ne peux plus être à tous les rendez-vous. Je sais pas, et puis mentalement c'est quand même difficile, émotionnellement, parce que tu quand même prends beaucoup de pain dans la gueule aussi, hein, donc il faut, quand t'as ça, plus les avocats gérés, plus les levées de fonds, plus les salariés, plus t'es à player, plus t'es associé, tu peux pas non plus avoir ces roller coasters émotionnels, donc c'est aussi bien, je trouve, et c'est même ça, alors, du coup j'aime bien déléguer ça et former des vendeurs, parce que c'est aussi transmettre un savoir, et du coup comment tu gères cette posture où voilà, tu n'es plus face à face avec tes clients, mais tu restes quand même le vendeur numéro 1, mais c'est plus toi qui fais. Comment tu gères ce passage? À un moment, tu as envie, parce qu'effectivement, comme tu le dis, quand tu es débordé, que tu as 50 sujets, ça devient très compliqué. Tu parlais d'avocat, j'imagine, de levée de fonds ou autre, c'est compliqué. Quand je dis tu restes encore le premier sales de ta boîte en tant que fondateur, tu vas juste prioriser les rendez-vous. Et effectivement, tu vas passer plus de temps sur des rendez-vous qui ont un plus fort potentiel, mais en fait, tu vas quand même aller sur plein de rendez-vous. C'est important. Je pense que même pour gagner un gros contrat, quand tu as quelqu'un, le CEO de l'entreprise qui vient sur le call, il met sa caution, il dit on est là, il envoie un message, même s'il parle pas, vous êtes important, on veut vous gagner. Ou alors, si tu es en rétention, pareil. Alors, je prends du temps, je vous écoute. Rien que ça, c'est important, peu importe la compétence du CEO. Donc, tu vas en faire moins. Après, on pourra parler de structurer une équipe de vente. Tu vas en faire moins, mais tu dois rester connecté au terrain et tu dois continuer à faire des rendez-vous, même si c'est 1 par semaine. N'importe quel CEO peut trouver 1 heure par semaine pour voir en plus un gros client. Alors maintenant, on va parler un petit peu des fameux appels de vente. Parce que le téléphone reste quand même le vecteur principal de la vente. On n'a pas des rendez-vous physiques, mais qui sont une variante finalement des appels de vente. Est-ce que tu connais un petit peu ou est-ce que tu as peut-être des grandes étapes d'appels de vente? Alors on parle d'appels de closing, on parle pas de call parce qu'on est vraiment sur une émission liée au closing, donc la dernière partie de la vente. Est-ce que tu as un petit peu un schéma en tête que tu suis sur comment tu fais tes appels de closing? Il n'y a pas toujours des appels de closing, ça dépend un peu le processus de vente, comment ça fonctionne. Ce qui est important, premièrement, et on le voit souvent, c'est des commerciaux qui vont envoyer des propositions. C'est très bien, je suis intéressé Augustin, envoie-moi un devis. Et on connaît tous, on envoie ce fameux devis. Donc on est proche du closing, mais on envoie le devis, on est super content. On met dans son CRM ou dans son Excel ou peu importe, super opportunité, 20 000 euros, 50 000 euros, etc. Je suis super content. Et en fait, tu as déjà fourni ce que voulait le client. Donc en fait, il peut te ghoster. Comme la relance client, si le client, tu le relances juste, est-ce que vous avez mon mail? Il n'a plus besoin de toi. Il dit envoie-moi Envoie-moi, j'ai eu ce que je voulais, on va réfléchir maintenant, et toi ensuite tu es dans une boîte noire. Donc c'est important aussi, c'est comme tu dis, de faire un appel de proposition à minima, un appel où tu présentes ta proposition, tu l'expliques, tu la défends, tu vois les réactions à chaud, tu vois si tu as bien répondu aux besoins, parce que parfois il dit mais cette option m'intéressait pas, il en manque une, etc. Et là, tu as déjà ce premier cadrage. Et étape importante qui n'est pas faite par plein de commerciaux qui envoient le devis. Ah, on était très bien, je comprends pas, j'ai pas de nouvelles. Ils sont partis avec la concurrence ou ça matchait pas vraiment. Voilà. Et ensuite, effectivement, c'est important quand tu as tous les éléments, quand tu avais déjà défini le timing, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le closing est dépendant de la phase de découverte au début. Si tu n'as pas la phase de découverte pour comprendre pourquoi il y a ce qu'on appelle une pain, une douleur, si tu n'as pas de deadline, ça se trouve, ils doivent refaire leur site internet, ils vont avoir besoin de ma solution de gestion des consentements. Et j'ai ce qu'on appelle un compelling event. Donc, je sais qu'en fait, ils vont être bloqués à un moment. Et si on n'a pas déployé la solution et donc signé dans 5 jours, on est bloqué. Et là, ça me permet de déclencher un appel pour essayer de lever tous les bloqueurs. OK ? Et à ce moment-là, on se met autour de la table. Comment on fait cet appel-là? Une fois qu'on a envoyé, qu'on a présenté et qu'on se met autour de la table et qu'il y a une volonté de signer, il faut essayer de résumer le besoin. Deuxièmement, de lister ce qu'on a proposé. OK, de prendre les objections, parce que quand on a fait la proposition, il y avait eu ce bloqueur-là, on a fait des efforts, clac, clac, clac. Je reprends votre timeline,
Normalement, vous vouliez avoir signé le projet, déployé et donc signé à la fin du mois. Qu'est-ce qui ferait qu'on ne travaille pas ensemble aujourd'hui ? Poser une bonne question ouverte et de tacler un par un ce qu'on appelle les bloqueurs, les objections et de lever. Et ensuite, à la fin, tout simplement, de dire « Ok, il y a ça, je peux vous donner une réponse immédiate, on peut le faire. Conditions de paiement, il faut que j'aille voir le DAF, ou alors c'est OK directement. Ok, maintenant, si je vous obtiens ça, ok, c'est bien vous le décisionnaire, il y a besoin de demander à personne d'autre, ou est-ce que, pour même mieux poser la question, c'est de demander, mais normalement, on l'a demandé au début du cycle de vente, pour sauver l'ego, est-ce qu'à part vous, il y a quelqu'un d'autre qui décide ? Comme ça, s'il ne décide pas, il peut dire, il y a mon chef et moi. Et ensuite, si j'ai tout ça, est-ce qu'on a un accord ? Et est-ce que, grosso modo, si je vous envoie le DocuSign, c'est signé ? Voilà. Donc, il y a un si parce que tu n'auras pas sur l'appel de closing forcément toutes les réponses. Alors, je pense que chaque entreprise, chaque produit a son processus. Et d'ailleurs, c'est ce que j'encourage, c'est que chaque boîte devrait avoir son propre process. Ouais, c'est pour ça que j'essaie de généraliser, mais c'est difficile de généraliser. Tu as parfaitement raison. Mais c'est très dangereux de prendre des process d'autres boîtes et les calquer à sa boîte parce que ton prospect n'est pas le même, son origine n'est pas le même, les étapes par lesquelles il est passé ne sont pas les mêmes et ta proposition de valeur n'est pas la même. Et tu as dit un point qui est extrêmement important, c'est-à-dire que parfois les commerciaux se disent « Ok, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai rempli toutes les cases et il n'y a pas eu de vente », c'est qu'en fait, ce qui s'est passé avant, c'est pas passé comme ça aurait dû se passer. C'est-à-dire qu'en fait, le client n'est pas arrivé dans un état de confiance et en fait, il a juste suivi le parcours que tu as mis un peu comme une poule qui rentre dans un espèce de poulailler, il suit le parcours, mais finalement à la fin, il n'est pas resté parce que il sentait pas pourquoi il irait dormir. En fait, la plus grosse problématique que je vois sur le closing, par exemple, si je dois aller sur un deal, voilà, je regarde souvent l'âge de l'opportunité commerciale, qui est pour moi un facteur. Donc si un sales me dit on va la signer. Alors attends, je précise quand tu dis l'âge que tu peux. L'âge, c'est-à-dire qu'on va ouvrir dans notre CRM, ça peut être un Spot, Salesforce, PayDrive ou autre. On a la durée, j'ai un champ qui me montre la durée directement quand je regarde l'opportunité d'ouverture. Depuis quand elle est ouverte. Depuis donc, quand si vous avez engagé la première conversation. Exactement. Donc si je vois 365 jours, un an, grosso modo, pour un deal qui est relativement faible en valeur, il y a un loup. Et forcément, ma croyance dans ce que me dit le commercial, elle est très faible parce qu'il a dû me le dire déjà 5 ou 6 fois. Je peux regarder l'historique. Et quand je vais sur un deal comme ça, voilà, donc je n'ai pas forcément tout l'historique à part ce que je vois, je vais challenger le sales pour essayer de comprendre comment on fait pour appuyer en disant « Mais attends, tu me dis qu'il va signer. Mais pourquoi il veut signer Pas toi, pourquoi tu veux faire tes commissions à la fin du trimestre et faire tes objectifs. Pourquoi il a envie de signer ? C'est quoi ses enjeux ? Comment on lui met une pression mais saine en lui disant « Monsieur le prospect, vous refaites votre site internet dans 2 mois, ok ? Et on a besoin de parler avec l'agence pour mettre Didomi dessus. Et Didomi doit être implémenté maintenant. Si on ne le fait pas maintenant, comment vous allez faire ? Vraiment ce qu'on appelle amplifier la douleur. Parce que si on n'a aucun argument, si on a mal fait la discovery, comme tu dis, dérouler quelque chose de façon froide en disant « Ah, j'ai une demande entrante, je vais la traiter comme ça, je leur ai proposé un truc qui est cool », tu ne peux pas faire ton closing parce que tu n'as aucun argument pour remettre un timing, pour proposer. Tu peux proposer un discount, je vais vous faire 5% si vous signez, s'il y a un problématique de prix. Mais c'est très mauvais si en fait, tu n'as pas compris vraiment l'enjeu. Et en fait, là où les commerciaux pêchent, c'est pas le closing. Ils pêchent tout en haut sur le premier rendez-vous dans lequel ils n'ont pas résultat de. Au début, vite, je vais proposer mon produit, je vais faire une démo de tout le produit alors que le client s'en fout. Il y a peut-être la moitié qui ne le concerne pas. Je montre des features, des fonctionnalités et pas des bénéfices. Alors que si tu comprends exactement les contraintes qu'ils ont au niveau temps, ce qui est important pour eux, ce qui n'allait pas avec le fournisseur et autres, et ce qu'ils doivent rendre et les interdépendances avec peut-être d'autres pays pour lancer le projet. S'il y a une équipe de développeurs qui est mobilisée sur avril 2025, là, par exemple, s'ils ne sont pas prêts à signer, si le client est en retard, il faut prendre le lead et lui dire « Mais attendez, vous avez 3 développeurs qui sont bloqués pour ce projet. Si on ne signe pas, on ne peut pas vous onboarder. Si on ne peut pas vous onboarder, on fait comment si on rate le mois d'avril ? Vous êtes capable de déplacer les ressources ?» Donc, c'est vraiment d'être customer-centric et pas sales-centric. Ça m'embête, je dois le closer parce qu'il y a mon manager. Ouais. Mais non, tu peux pas imposer. Tu peux imposer ton timing, mais en remettant devant ces obligations, ce que tu as dit, ton prospect. Et si tu n'as pas ces infos et que tu fais la découverte à la fin, c'est très compliqué. Quoi. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est toujours quand les gens viennent me voir en disant tiens, t'as ça comme process, on n'y arrive pas. Je dis mais en fait, forcez-vous à scinder, comme tu dis très bien au début, à la vente en 2 parties. C'est-à-dire que tu ne fais pas un premier appel, à aucun moment tu parles de ton offre. C'est-à-dire que le premier appel, le premier rendez-vous, tu ne parles jamais de toi. Et en fait, ça permet de dire ok, premier appel, comprendre qui est la personne, chercher du conseil, donc leur apporter du conseil, leur apporter des conseils que toi tu ferais si tu étais dans leur boîte, mais sans apporter ta solution, et découvrir quels sont leurs pain points et quels sont leurs rêves et pourquoi
c'est important, c'est pourquoi c'est important pour eux. Parce qu'en fait, les gens vont dire, ouais, je suis intéressé par ça. Ou par exemple, je veux prendre des cours de piano. Ok, c'est factuel. Mais pourquoi c'est important pour toi? Parce qu'en fait, quand j'avais 15 ans, j'avais un piano, j'en ai jamais fait, et maintenant j'arrive à la retraite, et j'ai regretté toute ma vie de ne pas faire de piano, et du coup, j'ai l'impression, j'ai envie de montrer aux autres ce que je sais faire. C'est ça le truc important, tu vois. C'est ça la motivation. Et l'enjeu aussi, parce que tu peux avoir un professeur de piano basique, entre guillemets, un étudiant. Tu peux être un professeur de piano, tu peux être hyper fort, 20 ans d'expérience, et en plus tu vas être cher. Mais si tu n'as pas compris l'enjeu de la personne, si la personne veut juste apprendre à jouer du piano pour sa retraite, elle n'a pas besoin, entre guillemets, d'avoir un prof de piano qui va facturer très cher, qui va apprendre des choses hyper complexes. À l'inverse, si tu as quelqu'un qui veut devenir numéro 1 dans le piano, là, tu es plus sur la bonne personne. Mais c'est pour ça que je parle de qualification et de disqualification très tôt. Il y a aussi la problématique, la découverte n'est pas bien faite et la disqualification n'est pas bien faite. Est-ce que le prospect, le lead que tu vas avoir au début, il est fait pour la proposition de valeur de ton entreprise? Souvent, on a du mal dans les deux sens. Bien sûr, un commercial, c'est oui, mais tu perds ton temps en fait. Parce que d'un côté, ils veulent maximiser leur pipe, leur forecast, donc c'est en gros vraiment la probabilité qu'ils closent un deal, donc mettre un maximum de volume, mais du coup, ils s'exposent à des closings qui sont mal faits. Et qui n'aboutiront pas en fait. Parce qu'en fait, tu n'as pas la bonne typologie de client, ou c'est un client qui partira. Il va faire quelques cours de piano 2 fois, il va dire « Oh là là, ça c'était très cher, très compliqué, très technique, j'ai pas besoin de tout ça ». Et l'inverse est vrai aussi, tu vois. Donc, je pense que c'est important de comprendre, d'avoir sa blacklist et whitelist. Est-ce que j'ai la bonne personne? C'est quoi ses enjeux? Et comme tu dis, avant de parler de son produit, de son offre, etc., de comprendre. Si tu as ça normalement, ça peut bouger un peu, mais ça va pas tellement bouger. Les enjeux et autres. Après, il peut y avoir le boss qui s'est fait virer, un changement de direction, une contrainte qu'on n'a pas vue. Et ça, c'est son rôle. Et tu as des frameworks de vente. Nous, on utilise Médic. Donc, chaque lettre te permet de cocher une case. Tu peux nous expliquer ce que c'est que le framework? Oui, alors ça s'appelle Médic, ça peut s'appeler MedPick. En fait, c'est pas une méthodologie de vente, c'est ce qu'on appelle un framework, un cadre de vente. C'est-à-dire que ton but tout au long du processus de vente, c'est d'obtenir les lettres. Les lettres, c'est quoi? Le M, c'est Metrics. OK? Quel va être l'impact de ma solution sur mon client? OK? Qu'est-ce que je vais influencer comme chiffre? Est-ce que c'est leur taux de conversion à eux? Est-ce que ça va être le temps de chargement d'un site? Est-ce que ça va être, si tu vends une formation, le chiffre d'affaires de mon client? Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu impactes vraiment? Ça, c'est premièrement. Après, tu vas avoir le E, economic buyer, c'est-à-dire la personne qui a le stylo. Est-ce que tu connais l'economic buyer ou est-ce que tu parles juste avec une personne qui derrière... Tu parles de décisionnaire, donc qui va... Décisionnaire, exactement. Economic buyer, c'est le décisionnaire économique, l'acheteur économique. Donc, tout à fait. Troisièmement, tu vas avoir le double D de Médic, donc decision process. Quel est le processus de décision? Donc, c'est de comprendre. Augustin, juste pour comprendre, au niveau des critères clés, qu'est-ce qui va te faire prendre ta décision? Moi, c'est important d'avoir un customer success qui parle français, qui est disponible, qui a déjà travaillé avec 3 personnes de mon secteur, qui a ça, etc. Ta decision process également. C'est quoi le processus? Le processus, c'est que c'est mon associé qui décide avec moi. On doit faire un comité le 27 mars. On a nos investisseurs. Bon, comprendre c'est quoi la moulinette. Et il y a le légal, il y a les achats dans le bureau jusqu'à ce qu'il arrive. Exactement. Exact. Pareil. Si tu comprends pas ça, tu vois que tu as envoyé un devis, sauf que toi, en fait, je sais pas que tu dois avoir avec ton associé. Je sais pas que tu as une réunion où tu dois approuver la réunion. Je sais pas qu'il va y avoir un département légal qui va me tomber dessus pour me faire revoir tout le contrat, qu'il y a des achats. Bon, voilà, c'est plutôt quelque chose qu'on utilise pour des ventes un peu complexes. T'imagines bien que si tu vends quelque chose en one shot, pas besoin d'un Médic. Ensuite, tu vas avoir le I qui est Identify Pain. C'est quoi vraiment la douleur? Et tu vas avoir le C, donc il y a un C ou 2 C dans Médic. Le C de champion, ok? Un champion, c'est une personne qui va se battre pour toi en interne pour gagner. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a aussi un intérêt à gagner pour briller, pour que le projet se passe bien et que tu as réussi à convaincre que tu étais la bonne solution. Voilà, un vendeur interne, entre guillemets. Il faut championiser. Je ne parle pas d'un responsable de projet qui va écouter 4-5 concurrents. Parfois, il y a un meilleur champion chez un concurrent que chez toi. Et le deuxième C, c'est compelling event. C'est ce que je disais. Je parle de closing. Closing, c'est-à-dire que tu as aussi un enjeu d'urgence, tu as envie de matérialiser la vente, mais tu as envie de le faire vite parce que tu prends des risques. OK? Compelling event, c'est
tu dois être prêt à avoir déployé telle solution, fini telle formation à tel moment, ça peut être même dans du matériel, fini d'avoir fait ce projet immobilier pour mettre un locataire au 1er septembre. Donc, c'est quoi les contraintes de la personne qui est en face de toi, grosso modo? En fait, fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 5 à 7 lettres en fait. Oui, parfois tu as MedPIC avec le P de paperwork, c'est-à-dire t'assurer que le processus de légal, achat, etc. se fait. Mais bon, c'est une bonne méthode pour essayer de cocher les cases et de se dire j'ai à peu près tout compris sur le deal. Est-ce que du coup tu utilises ce framework pour scorer tes commerciaux? Oui, de notre CRM, effectivement, à partir d'une certaine taille de deal, parce que comme je te l'ai dit, quand c'est trop petit, faut pas non plus surcomplexifier, mais effectivement, on a le champ médic qui est alimenté par les appels, justement, et dans lequel on est capable d'avoir à peu près... on doit avoir quasiment toutes les lettres quand on est au moment du closing. Sinon, on est mal, en fait. Hein, tu vois, c'est-à-dire que il n'y a pas de baguette magique quand tu n'as pas d'informations pour aller voir quelqu'un en disant « je vais closer ce client ». Non, ça ne marche pas comme ça dans la majorité des cas. Donc, si on refait une définition du closing, en fait, c'est remplir cette lettre du framework médic. Tu te sers des lettres, effectivement, du framework médic pour pouvoir préparer ton closing. D'accord. Après, tu as aussi d'autres choses. C'est-à-dire, tu peux avoir... On va pas rentrer dans trop complexe, mais tu peux avoir un plan d'action mutuelle, ce qu'on appelle un mutual action plan, où tu te mets d'accord avec la personne dès le début. Ça peut être sous forme d'Excel, ça peut être sous forme de mail. Alors, Augustin, j'ai récapitulé. Avant fin de semaine prochaine, toi, tu me cales un meeting avec ton associé. La semaine d'après, tu veux me tester ma solution pendant 3 jours. La semaine d'après, on check le budget, etc. Et on a un go-no-go le 26 et il y a un go-live après. En fait, il faut se raccrocher à quelque chose. D'accord. Je veux casser un peu le cliché, à part sur de la vente de one-shot. Tu vas avoir un top DIRCO qui va arriver ou un top sales et qui va essayer de finaliser le deal. Tu ne peux faire un bon closing que si ce qui a été fait avant est propre. Ou sinon, c'est sur de la vente hyper simple. Tu vas faire un call de closing d'une formation, one shot, en B2C ou en B2B où c'est vraiment pas complexe du tout. Et là, effectivement, tu peux reposer des questions. Il y a des techniques de reformulation. Si je comprends bien, Augustin, t'étais prêt à acheter, mais là, il y a quelque chose qui fait peur. Bon, ça, c'est des calls de closing. Pour moi, c'est pas plus simple, mais c'est très, très différent. Ouais. C'est pour ça qu'il y a 2 types de ventes pour moi. Il y a de la vente. T'as vraiment le B2C où le but, c'est vraiment de créer une relation avec la personne parce que t'es d'humain à d'humain. Là, tu parlais de Tupperware, une réunion Tupperware, j'en ai jamais faite. Mais grosso modo, oui, je pense qu'il faut des techniques de closing à peu près immédiates parce que la personne que tu as en face de toi, c'est ton champion. Ça peut être le mari ou la femme qui a fait la super réunion et qui va les convaincre l'associé qui est le conjoint. Mais en fait, c'est une vente qui est quasiment one shot. Je crois pas qu'il y ait 50 appels derrière. Tu as fait ta réunion. Tu peux à la fin, un appel de suivi. Tu peux avoir des ventes B2B qui sont plus longues si tu as des high tickets. Enfin, B2C, si tu as des high tickets à plusieurs milliers d'euros. Mais même il y a des formations maintenant, premium ou autres, qui peuvent valoir 10, 20, 30 000 euros. Et effectivement, tu peux pas forcément la valider en. Et la différence avec le B2B, c'est que, comme tu l'as très bien dit, en fait, tu as plusieurs décisionnaires dans la structure et en fait, tu t'attaques pas à une personne que tu dois convaincre, tu t'attaques à une société entière. Et exactement. Du coup, forcément, les réflexes doivent pas être les mêmes. Tu dois adapter effectivement ce framework que je trouve excellent, Médic, parce que du coup, ça te permet vraiment de voir, ok, est-ce que j'ai bien coché toutes les cases qui fait que j'ai une compréhension globale de l'ennemi à qui je m'attaque en fait, tu vois. C'est un peu comme un stratège sur un champ de bataille. En disant, voilà, est-ce que j'ai bien vérifié que j'avais les bonnes fournitures? Est-ce que j'ai bien les bons bataillons? Est-ce que j'ai bien la connaissance du terrain? Est-ce que j'ai l'ennemi doit devenir un ami. C'est important aussi. Ouais. C'est-à-dire que, encore une fois, la réputation est très importante. Le client, si tu l'as compris, il faut prendre vraiment la consultation chez un médecin. Ouais. C'est-à-dire que le médecin, comme tu dis, pose des questions, il va te poser 20 minutes. Est-ce que vous avez mal? Est-ce que quand vous levez, tu te sens compris? Tu ne maîtrises pas forcément le médicament qu'il va te donner, mais si tu t'es senti compris, il a compris ma douleur, etc., il peut te prescrire à peu près n'importe quoi, tu vas le prendre. Si par contre j'ai bâclé en disant Augustin, vous avez mal le matin, etc., ok, on vous opère demain matin à 8h. Franchement, tu vas aller voir un deuxième médecin, non? Voilà. En plus, on s'est trompé de jambe. Ouais, mais c'est ça. Tandis que s'il était ausculté pendant 1 heure et qu'il dit là, c'est sûr, il faut opérer en urgence demain à 8h, tu dis attends, il m'a fait toute la batterie d'examen, c'est bon, quoi, je lui fais confiance. On va faire un petit jeu de vrai ou faux. Alors, je vais te poser une question et tu me dis vrai ou faux. Et puis après, on verra pourquoi tu as dit vrai ou faux. Un bon closer doit toujours être agressif. Non. Faux. Un client qui dit « je vais réfléchir » veut dire non. Non, pour l'instant, non. Ouais. je dis que c'est vrai en général. C'est vrai. Le prix est toujours l'obstacle principal dans une vente.
Non. Donc faux. Faux. Un bon closing se joue avant la phase finale. Ah, vrai à 100%. Alors, tu dis, un client qui dit je vais réfléchir veut dire non. Alors, c'est-à-dire T'es que pas sûr. Alors, je peux pas généraliser, mais effectivement, il faut creuser. C'est-à-dire que tu peux pas raccrocher en disant ok, réfléchissez. Il faut reformuler, reposer des questions, essayer de comprendre ce qui ne va pas. Je vous sens, Augustin, je te sens dubitatif. Prends ton temps, prends ton délai de réflexion, mais réfléchir, c'est parce que tu dois valider avec tes associés, c'est parce que tu n'es pas convaincu que acheter telle solution à 1 000 € par mois, ça t'apportera suffisamment de valeur. Il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière le jeu réfléchir. Et après, c'est OK que la personne veuille réfléchir. Mais tu dois comprendre pourquoi elle réfléchit. Ça doit être vraiment la phrase, il doit pas y avoir de doute. Ouais. Si tu sais pas pourquoi il va réfléchir clairement, t'es mal. Il y a un principe qui est super important, c'est le principe de réactance. Parce que tu as entendu parler de ce mot-là. Non. Qui est en fait, et c'est hyper vrai dans ce que tu viens de dire par rapport aux objections, parce qu'on va arriver à toutes les objections et on va en repasser en revue quelques-unes. Je vais réfléchir. Clairement, si tu lui dis mais non, réfléchissez pas, c'est maintenant, il va y avoir une réactance. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas essayer de provoquer à mettre ton prospect à un endroit et lui, le seul truc qu'il va faire, c'est se sortir de l'endroit. Il va réagir à l'inverse, en fait. Donc, ce truc qu'il faut surtout pas faire, c'est dire non, mais non, tu dois pas réfléchir, c'est maintenant. Parce que là, le truc qu'il va faire, lui, c'est dire bah non, je m'en vais. On me l'a fait une fois. Je voulais acheter une formation de développement personnel il y a quelques années en B2C. Et c'était une somme quand même qui était assez importante, hein. C'était un programme qui coûtait cher. Et à la fin, je leur ai dit justement, je vais réfléchir au closer, entre guillemets. Il n'y a pas eu un processus de vente important avant. Et il m'a dit, mais je comprends pas, tu m'avais dit au début que c'était toi qui décidais, que tu étais prêt à prendre une décision au début de l'appel. Et je lui ai certainement répondu oui au début, même si j'ai besoin de réflexion. C'était un montant important et c'était catastrophique. Quand il m'a dit ça, je me suis senti braqué, entre guillemets, incompris, parce que c'est pas une somme qui était neutre, et c'était une technique de pression. Moi, je pense pas que ça marche vraiment. Tu peux faire un coup, ça peut marcher de temps en temps, mais c'est pas terrible, quoi. Il y a ce phénomène humain qui fait que les gens font l'inverse de ce qu'on leur demande de faire. Tu dis toujours à tes enfants, mettez pas la main sur le feu. Qu'est-ce qu'il faut? Ils mettent les mains sur le feu. Ce qu'il faut, exactement. C'est humain. Exactement. Donc, ce qu'il faut faire, et c'est là où je voulais en venir aux objections, c'est justement de comprendre, d'accueillir l'objection en disant je vous comprends, tu as raison, et d'aller dans le sens du prospect pour justement après comprendre quelle est cette objection et qu'est-ce qu'il y a derrière. Exactement, mais c'est l'art de poser des questions. La vente, c'est l'art de poser des questions et de comprendre parfaitement qui tu as en face de toi. Chaque personne est différente, alors on peut mettre dans des catégories, mais c'est vraiment de comprendre la personne, tu vois. Et ça marche dans tous les domaines de la vente. Et tu peux dire, je comprends pas. Et il faut pas subir la vente. Tu vois, à la fin, on peut dire, si vous me permettez, est-ce que je peux vous poser une question? Quand je reprends le processus de décision, il y avait le prix qui était cet appartement ou ce logiciel. On coche la case. Il y avait l'école de vos enfants, on est à moins de 100 mètres. Il y avait la sécurité, c'est un des quartiers les plus safe, entre guillemets. Il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et OK, il y a peut-être ce dernier micro-critère sur lequel on rentre pas dans les cases. Est-ce que je vous sens dubitatif? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Plutôt que juste partir sur le je vais réfléchir et tu maîtrises pas. Peut-être qu'il faut juste que la personne réfléchisse et c'est bien. Mais parfois, tu peux obtenir quelque chose de plus. Une question, c'est l'effet Colombo, qui est pas mal à la fin d'un meeting qui fait « j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé. Qu'est-ce qui ferait qu'on n'avance pas ensemble ?» C'est des questions puissantes. Tu vois, c'est des questions puissantes pour bien comprendre. Ouais. Si tu ne sais pas lire en face, moi j'aime beaucoup le poker, hein, ça fait partie de mes passions. Je depuis 20 ans. On est un grand fan de poker. Je suis un grand fan de poker, c'est pareil, un joueur qui va être passif, qui veut juste voir des cartes, tu as besoin de relancer, tu as besoin d'avoir de l'information, de comprendre ce qu'il y a en face. Tu vois? Et ensuite, tu vois si tu es bien ou si tu n'es pas bien. Mais si tu es juste passif, check, t'attends voir, c'est mauvais, entre guillemets. C'est quoi les top 3 des objections que tu as, toi, dans ta boîte par rapport à tes clients? Top 3 des objections. La première objection, nous, ça peut être le coût du changement. Parfois, on est sur des marchés sur lesquels on a beaucoup conquis. Il y a des taux d'équipement qui peuvent être élevés. Donc, le coût du changement. C'est-à-dire, vous avez une meilleure solution. Didomi, c'est top. Mais c'est compliqué, c'est long. Je prends du risque. En France, la vente, faut savoir que culturellement, en France, on n'aime pas trop prendre du risque. Okay, changer de solution, c'est prendre un risque. Choisir même, là c'est plus trop le cas chez Didomi, on a une réputation, on a plein de clients, mais au début c'est « Ah non, je prends un risque, je me fais virer si je choisis une startup et que ça rate ». Donc premièrement, le coût du changement est un risque quand même pour nos clients. Deuxièmement, tu peux avoir
Tu peux avoir le coût. Voilà, on a une solution qui est plutôt très complète. Et du coup, tu peux avoir la bonne valeur en face. Mais c'est un peu ce que je dis en termes de disqualification. Si le client, il a chez moi juste Google Analytics sur son site internet, rien d'autre, et qu'il a un volume très faible, peut-être que Didomi n'est pas la solution pour lui. Ou pour la réaction au changement. Non, c'est plutôt la valeur. Tu vas être sûr que tu as la bonne typologie de client en face et que tu lui vends pas quelque chose dont il n'a pas besoin parce que son besoin est très bas. Et en fait, c'est un problème de qualification plus haut dans le funnel. Troisièmement, top objection, laisse-moi réfléchir. Après, ça peut être un manque sur une feature ou quelque chose qu'on va pas avoir, une fonctionnalité. D'accord. Et il faut un focus sur une fonctionnalité qui leur est très chère à eux. Ouais, exactement. Il peut manquer quelque chose. Voilà. Ou sur des marchés, donc là je te parle plutôt marché mature, ou des marchés d'équipement dans lesquels il n'y a pas une pain assez forte, ou alors on est trop en avance de phase et tu as les solutions de gestion du consentement, ça va pas être la priorité. On a parlé des appels de closing, on a parlé des objections. Donc maintenant, imaginons qu'on a plusieurs appels, donc on a peut-être 2, 3, 4 appels ou des rendez-vous, et à un moment, il y a un no-show. C'est-à-dire qu'en fait, le prospect ne se présente pas. Comment tu gères ces no-shows et comment tu fais pour minimiser ce taux de no-show? Alors, si c'est pas le premier appel, une demande entrante ou un call de prospection, une séquence de prospection, normalement, tu as du no-show tout en haut quand le commercial a pu peut-être forcer pour prendre le rendez-vous. Avoir du no-show plus tard, c'est grave. C'est grave. Très mauvais signal. Ouais. À part si la personne a un problème, est malade, etc. Bon, normalement, 9 fois sur 10, ça te prévient. Normalement, tu n'es pas censé avoir du no-show, donc c'est un très, 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 très mauvais signal. Okay. Alors, il y a no-show qui est un mauvais signal, mais il y a le no-show aussi des personnes importantes sur le rendez-vous. C'est ça qui peut se produire. Ah oui, qui envoie des personnes qui sont décisionnaires, par exemple. Oui, parce que normalement, avoir du no-show d'une personne avec qui tu as bâti des liens, qui ne te prévient même pas, je parle vraiment de la personne qui ne vient pas sur le rendez-vous quand je dis no-show. Replanifier, c'est OK. Par contre, tu impliques le manager, par exemple, de la personne à qui tu parles, qui peut être la personne qui a le stylo. Et si la personne vient seule, finalement, désolé, mais Pauline, elle n'est pas disponible. C'est-à-dire que c'est pas vraiment hyper important. Tu avais besoin du buy-in de la personne, entre guillemets. Comment tu gères cette situation où, tu sais, on s'est tous trouvé un moment dans cette situation où tu as prévu un appel avec des décisionnaires, tu sais que c'est important, qu'il va se débloquer des étapes, etc. Et puis tu te trouves face à des gens que tu n'as peut-être jamais vus et qui n'ont aucun pouvoir de décision et tu veux pas les frustrer, tu veux pas les rendre moins importantes de ce qu'elles sont. Comment tu gères cette situation en fait? Alors pareil, c'est le coup du champion, c'est-à-dire que normalement, comme je dis, tu es censé avoir une personne à qui tu t'accroches dans un deal, que tu essaies de convaincre que tu as la bonne solution. Cette personne, elle est un peu garante. Et cette personne, elle est un peu garante. Si je te dis, Augustin, toi, t'es intéressé, bâti une relation, fait un appel de découverte. Je te dis, maintenant, c'est très bien. On s'était fixé de rencontrer ton associé, ton investisseur, je dis n'importe quoi, ou ton responsable de Intel, toi, t'es garant que ces personnes, elles vont venir. Et si tu veux pas organiser ce rendez-vous, il faut qu'on reclarifie. On dit, mais attends, Augustin, on a validé ça. On avait convenu que, pareil, quand je te parle de plan d'action mutuelle, pourquoi ils sont pas là? Faut creuser. Le défaut aussi des commerciaux, on se dit souvent, on peut rien dire. Mais non, c'est faux. On peut pas rien dire au prospect. Au contraire, tant que tu es respectueux, que tu apportes de la valeur. Non, mais Augustin, je comprends pas. Normalement, on devait amener ces personnes-là. Je te sens embarrassé ou je vous sens embarrassé de ramener l'associé, etc. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est la première chose. Et si tu me planifies un meeting dans lequel il est censé avoir les autres personnes et qu'il n'y a personne, là, tu dois rendre des comptes. Il y a peut-être des raisons légitimes. Mais si je dis, attends, c'était hyper important au niveau de la réunion, on avait besoin d'eux pour valider le budget, est-ce que ça veut dire que le projet n'est pas important pour eux? Et toi, tu peux répondre, pas du tout, Raphaël, on a un truc hyper important, on a le dîner des CEO ce soir, du CEO Club, ils pouvaient pas venir, etc. Ok, fine. Du coup, on est d'accord qu'on peut t'as leur agenda sous les yeux. Voilà, c'est important. C'est une relation d'égal à égal, la vente. On croit souvent on doit se plier en deux. Oui, on doit se plier en deux pour apporter toute l'information, pour faire en sorte que le deal se matérialise et que on aide notre champion, qu'on aide l'entreprise au maximum, qu'on soit réactif. Oui. Par contre, il y a un plan et le commercial qui dit oui, il n'y a pas de problème, ils sont pas là, on fait. Bah non. J'ai vu tellement de fois des commerciaux qui disent
Maintenant que je suis là, Et donc, autant faire le call. Et en fait, ils partent dans une espèce de diatribe d'exposition de leur produit. Et la personne en face, elle est juste là, elle veut pas être là, en fait. Et du coup, il se passe plus rien. Exactement. Là, ils se décrédibilisent. 2, tout le monde perd son temps. Et 3, il se passe rien à la fin. Exactement. Et ton deal, normalement, tu dois progresser dans ton entonnoir. Plus tu descends dans l'entonnoir, plus ta probabilité de gagner le deal augmente. Ouais. Ne doit pas diminuer. Donc, si tu restes bloqué et que tu n'as pas le décisionnaire ou que il y a une problématique. Après, si tu me dis, non mais Raphaël, ils sont pas là, mais t'inquiète, le budget, j'ai déjà validé, ils sont OK. Bon, bah, c'est très bien. Donc, attention à tout ce qui peut dévier, entre guillemets, de la découverte. Ouais. Ah, finalement, on va prendre 6 mois de plus. Ah, il y a un nouveau projet qui est rentré dans la roadmap. On est toujours intéressé, mais pas maintenant. OK, pas de problème. Bah non, si t'as pas compris pourquoi, qu'est-ce qui est priorisé, est-ce que c'est... Parce qu'en fait, en tant que commercial, tu es en concurrence avec le temps, la bande passante de l'entreprise. Donc, tu as d'autres commerciaux d'autres entreprises qui veulent vendre des services de ta catégorie. Et s'ils sont meilleurs que toi, s'ils créent plus d'urgence que toi, ton projet, au niveau de la pile, il va être en bas de la pile. Ouais. Donc, c'est quand même important de tenir son timing. Et encore une fois, tout ça positivement, avec du respect. Juste, j'ai envie de comprendre. Désolé, Augustin. Je comprends pas, on s'était dit ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé que j'ai pas compris ? Bah oui, on a un nouveau CEO qui est arrivé, il refait toute la stratégie. Ah, bah juste warning, je le sais, c'est pas grave. Mais voilà, comment je peux l'aider ? Comment je peux faire ? Est-ce que voilà, t'as les changements de poste aussi qui sont une menace. C'est pour ça que tenir le timing, c'est important. Un deal qui va durer très longtemps, c'est un deal qui est à risque. Exactement. Alors, quand on parle de closing et qu'on parle de vente, on parle aussi d'équipe de vente. Ça, c'est super important. Alors, on va parler un petit peu des équipes de vente. Et ce qui est super important aussi, et c'est vraiment un sujet central chez tous les dirigeants, c'est comment je recrute mes commerciaux, comment je crée leur structure de salariale, de paye, comment je gère les KPIs et comment je gère aussi les outils de suivi. Donc, on va parler un peu de ces étapes-là. Donc, première étape, comment tu recrutes un commercial, sur quels critères tu recrutes et comment tu choisis le bon commercial parmi une pelotée de candidats. Alors, premièrement, comme on le disait, le CEO, l'équipe fondatrice doit vendre au début. Si elle ne l'a pas fait, je le vois parfois dans tes startups, ça ne marche pas d'essayer juste de dire je vais trouver une première personne. Si on n'a pas vendu, si on n'a pas vu, on croit qu'on a le meilleur produit. Super, le truc est invendable. Donc ça ne marche pas. Non, mais j'aime bien le do things that don't scale. On parle souvent de scale. Fais des choses qui ne scalent pas au début. Fais le process manuellement. Une fois qu'il marche manuellement, tu l'automatises. Mais si manuellement ça marche pas, de façon automatisée, tu vas juste dupliquer l'erreur. Donc ça, très important. Le recrutement de commerciaux, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que les bons commerciaux ne connaissent absolument pas la crise. Alors oui, il y a des baisses de salaire par rapport à 2021, parfois où c'était un peu les temps fous, les levées de fonds, etc. Mais la réalité, c'est que tu es un contributeur. Donc, tu fais pas partie des gens qui sont virés, à part si tu es sur une nouvelle géographie, un nouveau produit ou autre. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Ça coûte cher. Et le commercial, faut pas se leurrer. Je suis plus à l'américaine qu'à la française. Mais en plus, pour venir chez toi, si la boîte c'est risqué, c'est un nouveau produit et que c'est un bon, il doit mesurer ce qu'on appelle son risque-récompense. C'est-à-dire qu'en fait, je vais bouger chez toi, mais est-ce que tu vas me donner des actions, des BSPCE ? Est-ce que tu vas me donner un salaire plus important ? Est-ce que je pense que c'est un super marché, que tu en as vendu plein en tant que PDG et qu'en fait, j'ai juste à dérouler, donc c'est super ? Est-ce que je pense que finalement, j'ai les bons outils et c'est bon. Donc ça, c'est compliqué. Comment on les recrute ? Faut en voir beaucoup. Il faut vérifier ensuite les quotas. Donc, est-ce que la personne elle a bien délivré ses chiffres dans le passé ? Parce qu'il y a beaucoup de nuages de fumée. Donc, les prises de référence auprès d'un manager, pas auprès d'un collègue, sont juste super, super importants. Moi, un conseil que je donnerais pour le premier sales, la caractéristique, c'est que c'est quelqu'un à qui j'ai envie d'acheter, avant de dire les méthodologies. Est-ce que j'ai envie de t'acheter à toi ? Est-ce qu'il incarne le produit et le rêve que tu envoies pas ? Exactement. On dit souvent, est-ce que tu passerais avec un collaborateur, si tu avais une escale entre 2 vols, 3 ou 4 heures, est-ce que j'ai envie de t'acheter ou non ? T'es lourd, t'as les bonnes méthodologies, mais j'ai pas confiance, ou j'ai pas envie, ou c'est imprécis, etc. Voilà. Donc ça, c'est assez important. Faut quelqu'un qui a la niaque, et les premiers commerciaux sont hyper importants. Donc surtout le premier, le deuxième, le troisième. Donc comment tu recrutes ? Grosso modo, tu fais de la chasse. Si tu as les moyens, tu peux mettre des cabinets en plus là-dessus. Au niveau du process de recrutement, un premier entretien pour voir s'il y a un match. Est-ce que culturellement ça marche ? Parce que tu as des super commerciaux qui closent. Culturellement, c'est incompatible.
Et t'as plein de fois ce cas-là. Hein. Ils sont ingérables et ils détruisent de la valeur sur l'équipe parce qu'ils sont très shark, donc requins, individuels, et ça marche pas. Deuxièmement, il faut dans ton processus de recrutement mettre une simulation commerciale. Ok, si c'est une personne qui va devoir faire des appels, des séquences de mails, chasser et faire la vente, tu dois faire une simulation de vente. Alors, un petit conseil que je peux donner à l'audience, ça va être de faire 2 simulations. Je vais te dire, Augustin, on en entretient. Voilà, on vend des cotisations pour le CEO Club, etc. Je veux te recruter comme Super Sales, etc. Voilà, on a une liste de personnes à appeler. Tu dois me convaincre, je suis le CEO d'une boîte de 3 millions, de rejoindre. Voilà, je prends un exemple fictif. Payer une cotisation pour pouvoir venir à ton club, à tes dîners et prendre la version VIP. On le fait. Je te fais les feedbacks après. Et ensuite, on refait la simulation. Déjà pour voir si la personne, elle est coachable ou pas. Parce qu'au début, tu vas rarement avoir la superstar. Donc, tu vas chercher plutôt quelqu'un qui a envie de se battre, qui a déjà des compétences, ok, et qui a des valeurs qui te ressemblent. Et qui a des valeurs qui te ressemblent. Et aussi de comprendre si la personne, elle intègre. Si la personne, elle est bonne, mais qu'elle n'a rien intégré de tes feedbacks après la première simulation, c'est très mauvais pour moi. Si tu as quelqu'un qui t'a fait un truc pas mal, bon, c'est pas incroyable, mais qui derrière a gagné 3 crans, c'est super bien. Et moi, je le vois et ça se vérifie. Et tu peux même le faire une deuxième fois. Tu vois, tu peux faire 3 simulations avec 2 feedbacks entre. Donc, faire une simulation, si tu as quelqu'un qui va plutôt closer, tu dis non, c'est bon, moi, je lui fournis les leads. Ça va juste être un closer, entre guillemets, ou alors c'est des cycles de vente court. Il faut faire ce rendez-vous dont on parlait. Et il faut faire une simulation commerciale. Ensuite, c'est vérifier le background. Vérifier au niveau des attentes, tu me parlais de package et de bonus, que la personne, elle est aligné. Pourquoi? Parce qu'un sales, le premier trimestre, il fait pas grand-chose en termes de résultats concrets, pas généralisés, mais il va pas faire son chiffre. Il va prendre des rendez-vous, des premiers rendez-vous. Il va peut-être ouvrir des opportunités commerciales et peut-être qu'il va signer un contrat, mais il payera même pas son fixe pendant les 3 premiers mois. Donc, est-ce qu'il est en phase avec la durée? Parce que lui aussi peut te claquer entre les doigts en disant bah ça va pas assez vite pour moi, Augustin. J'ai fait 2 mois, je suis débauché. Ensuite, on parlait donc de plan de compensation, de bonus. Il y a plein de possibilités. Est-ce qu'on fait 50% fixe, 50% variable? Moi, j'aime bien. Je pense qu'un bon fixe, tu vois, c'est grosso modo 50 ou 60% de fixe et 40 à 50% de variable, qui est un mix un peu standard. Et après, tu as des formules. Un sales avec fixe plus variable, pas chargé, sans les charges patronales. Il doit générer grosso modo 4 à 5 fois son package. Ok, donc ça, c'est les grands ratios à prendre en compte. J'ai quelqu'un qui est payé 35 plus 35, ça fait 70. Son quota, ça doit être grosso modo 4 à 5 fois 70, tu vois, peut-être 280 000, 300, 350 000 euros, ou 3 fois le package chargé si tu es en France avec tes 44% de charges patronales. Ensuite, on a la partie donc variable. Moi, je suis fan du variable déplafonné. Je comprends pas qu'on puisse caper le variable. Pour moi, quelqu'un qui est très bon, qui veut tout défoncer. J'explique pour les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire que tu as un objectif, mais si tu dépasses l'objectif, tu as plus de variables que prévu. Tu n'es pas plafonné. Même beaucoup plus. Tu peux même avoir un accélérateur qui fait que tu es en surperformance, tu dépasses ton objectif une fois que tu as... Voilà. Donc et ensuite, c'est pas linéaire, c'est-à-dire que ça fait comme ça et après ça fait comme ça, quoi. Ouais, exactement. Ça, c'est plutôt bien. Avec une franchise au début en disant, bah, si tu fais pas au moins 30, 40, 50% de ton objectif, on ne paye pas parce que tu rembourses à peine ton fixe. Et ensuite, tu peux faire quelque chose de... Ça ferait 0, puis d'un côté, à un moment, c'est linéaire et après, ça s'accélère, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et tu peux rendre à 40% de performance, tu peux dire à 50% de performance, il a 50% de son variable, en dessous, il a rien, et après, tu accélères. Après, il y a la fréquence de paiement qui est quelque chose qui est assez standard. Ah, est-ce que je fais un truc au mois, au trimestre? La question arrive tout le temps au semestre. La réalité, c'est que tu dois te caler par rapport à ton cycle de vente. Tu fais une vente transactionnelle très courte à petit montant, c'est très bien de faire du mensuel en disant bah, tu vas faire 2000 € de chiffre d'affaires récurrent mensuel tous les mois. Si tu fais de la vente enterprise, tu vends des trucs à 600, 800 000, 2 millions d'euros, ça n'a pas de sens même de faire au trimestre. Tu dois faire un plan annuel avec des paliers qui vont être différents. C'est-à-dire que, imagine, je suis sales dans ta boîte et que je pars sur un cycle de vente avec, je sais pas moi, le ministère de la Défense. Ouais. Donc, imaginons un deal sur 8 à 12 mois. Le deal se close au bout de 12 mois, c'est-à-dire que je touche mon variable qu'au bout d'un an, c'est ça? Alors, tu peux faire un plan qui est basé sur le quota annuel de la personne et qui va se débloquer progressivement. Donc, tu vas dire 0 à 300 000, c'est 0. C'est juste qu'au niveau de
la période, tu vas prendre le quota global annuel en compte. Et le plan, il peut s'activer au trimestre, mais la périodicité. Par contre, si tu me dis, donc je te prends l'exemple, voilà, ministère de Défense, c'est très bien, c'est du public, ça va être compliqué, ça va être long. Voilà, donc tu as 1 million à faire à l'année, et 300 000, c'est 0. 300 000 à 600 000, tu vas toucher 3% du palier, et ensuite on regarde. Mais effectivement, ton variable se débloquer progressivement, et tu vas toucher beaucoup plus en Q4 au 4e trimestre de l'année. Si quelqu'un vend des fenêtres, j'en sais rien, une vente qui se fait en quelques jours, tu vas pas lui dire je te paye à l'année, ça n'a pas de sens. Tous les mois, en plus ça met un rythme, tu vois. Ouais. Donc au mois tu dois faire 5 000 euros de chiffre d'affaires ou 10 000. Si tu as 10 000 euros à faire, bon 10 000 ça rend pas beaucoup, tu as 20 000 euros de vente à faire par mois, de 0 à 5 000 tu touches 0, entre 5 000 et 10 000 on te donne proportionnellement, si tu fais 7 500, on te donne 75% de ton variable. Et dès que tu fais plus de 10 000, on te donne une accélération, c'est-à-dire on te paye 2 fois mieux. Voilà, ça, c'est le genre de mécanisme que tu peux faire. Et alors, question aussi de pas mal d'auditeurs se posent, c'est quand tu fais des variables, tu as des variables personnelles, donc par sales, tu as des variables d'équipe. Oui. Comment tu gères cette dualité de variables d'équipe? Parce que, comme tu l'as dit au début, il y a des sales, sont quand même des personnes qui sont quand même des gens dans la compétition, et il le faut, parce qu'il faut que ça soit motivant. Et donc, mettre trop de variables d'équipe, ça peut tuer un peu cette compétition, et en même temps, ça peut aussi créer des individualités qui fait que si tu ne travailles pas en équipe, ça peut aussi plomber la vente. Donc, comment tu gères ce... Alors, moi, j'ai jamais fait de variable d'équipe. J'ai déjà fait des challenges en plus, mais j'ai jamais fait de variable d'équipe. Je crois beaucoup à un variable individuel. Et je crois qu'en fait, quand on dit équipe, c'est bien, tout le monde travaille main dans la main. Mais je pense que si tu as bien recruté tes commerciaux, il doit y avoir cette culture-là. Il doit y avoir des règles qui sont très claires, une flexibilité qui est importante de la part du management. Parce qu'en fait, ça fait partie des galères. C'est, t'as un commercial qui dit « Ah, mais j'avais travaillé ce style-là, maintenant il l'a récupéré. » Bon, ça, c'est à peu près les problèmes de territoire sont très complexes. Et plus t'as de commerciaux, plus c'est compliqué, surtout quand tu as un taux de pénétration fort du marché ou comme nous, où ça a plutôt très bien fonctionné jusque-là. Et au-delà de tes territoires, de tes règles, etc., je suis pas un grand fan des variables d'équipe. Tu peux le faire, mais ça peut être un petit truc en plus, où tu peux dire on va faire un voyage d'équipe. La majorité de... Oula, non, je pense pas. Alors, ça peut s'appliquer, attention, hein, encore une fois, Alan va faire il n'y a pas de variables, tu as toujours des différences à droite à gauche, mais je suis plutôt traditionnel là-dessus. Un variable individuel, des challenges en plus pour chercher des incentives, des cartes cadeaux ou autres. Mais par contre, pas un grand fan des variables d'équipe. En fait, quand tu mets en place un variable, tu vas surtout chercher à obtenir un comportement. Même le plan de variable va te permettre de chercher un comportement. Variable équipe, c'est plutôt de se dire, tout le monde va travailler main dans la main, on a l'intérêt à tous faire nos objectifs. Tu peux avoir un peu plus d'émulation, mais je suis pas fondamentalement convaincu. Ça permet tu peux avoir un espèce d'effet inverse, c'est-à-dire que les gens ont tendance à se passer les clients les uns les autres, et du coup tu perds de l'information en ligne. Donc du coup le commercial doit repartir de zéro. Donc ça crée la perdition. Ça c'est assez terrible. Tu vois, tu vas dire il y est pas, je vais avoir. Donc en fait t'as pas envie de ça. T'as envie que si Augustin t'es en train de tout cartonner, moi j'ai envie que tu cartonnes tout, qu'on aide ceux qui performent pas, mais j'ai pas envie qu'on te donne un lead pour obtenir l'objectif, parce que tu n'alignes pas l'intérêt de l'entreprise avec l'intérêt de l'incentive. L'incentive, donc le variable, doit te permettre de driver la performance. Ce qui est important aussi, c'est la structuration des équipes de vente, parce que souvent tu peux pas faire tout seul. Comme tu dis, parfois, tu as le CEO qui intervient. Est-ce que tu as vu des exemples de structuration d'équipes de vente un petit peu originales avec des commerciaux, des techniciens, des product managers là. Comment tu vois un petit peu cette espèce de composition d'équipe, ou c'est vraiment quelque chose de toi de très solitaire que tu veux garder très solitaire? Non, c'est pas forcément très solitaire. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que le montant de ta vente, en général, est lié à sa complexité. Sinon, il y a un problème, c'est pas rentable. Et plus la vente est complexe, plus tu peux et tu dois mettre des moyens. On avait la question, est-ce qu'avant, on a eu l'époque où tout le monde avait des SDR, Sales Development Representative, qui sont des équipes de prospection, qui vont passer la main plutôt à des gens qui font le rendez-vous et le closing. On peut avoir les avant-ventes, les pré-sales. Tu peux avoir des gens qui t'avaient à remplir les appels d'offres. Pour moi, la règle un peu générale pour l'audience, une petite vente, effectivement, c'est plutôt solitaire. Une vente qui va être avec un montant important,
et qui peut être technique, tu vends du logiciel. Tu dois avoir un avant-vente qui va t'aider à répondre aux questions techniques. Tu dois avoir des personnes qui vont t'aider à remplir les dossiers d'appel d'offres. Tu dois avoir peut-être même des ingénieurs en plus de l'équipe qui vont monter sur le call pour rassurer parce qu'en face, ils vont être nombreux. Sur une grosse vente, tu peux avoir des rendez-vous. J'en avais encore hier. Tu as 25 personnes en face de toi. Donc, tu as le métier, tu as le légal. Donc, tu as une telle complexité que si tu arrives seul ou à deux, déjà, tu n'es pas crédible. Et de deux, tu ne sais pas répondre. Et autant, c'est bien d'être honnête en disant « je reviens vers vous ». Si tu reviens vers eux tout le temps, tu te dis juste que tu n'as pas des gens et tu seras servi comme ça sur les déploiements. On va te répondre tout le temps. Voilà. Et en plus, il y a une vertu qui est pas négligeable. C'est-à-dire que quand tu es sur un process de vente, tu es comme une relation qui est un petit peu tendue entre toi et ton client. Le fait de faire rentrer quelqu'un qui n'est pas un vendeur, qui est juste quelqu'un pour répondre à des questions techniques ou des questions d'optimisation, en fait, ça a aussi... comme dit cool down, enfin tu vois, calmer un petit peu le jeu, mettre un petit peu de lien, dire voilà, la personne est là pour m'aider, pour que je puisse pas récupérer de la connaissance, tester un petit peu mes croyances, etc. Et ça va rassurer le prospect et ça peut faire relancer une vente, en tout cas, qui était peut-être mal partie si jamais il y avait une confrontation un petit peu frontale avec le sales, quoi. Pour moi, quand on parle d'avant-vente en termes d'aide ou autre, tu as ce que tu définis, c'est-à-dire on fait venir un avant-vente, qui peut être un ingénieur avant-vente ou quelqu'un qui va être à peu près technique et qui va aider les sales, peut-être à faire les maquettes, une démo très personnalisée pour le client, l'expliquer, répondre à des questions techniques, qui est vraiment entre le commercial et l'ingénieur. Et ça, tu vas te dire, eux, ils vont intervenir dans le rendez-vous 2, dans tous les rendez-vous des grands comptes, etc. Ouais. Et ensuite, comme tu dis, tu peux faire rentrer sur le terrain, si on fait une analogie avec le foot, en disant, à ce moment-là, je vais mobiliser le chief X, le directeur du produit, un des cofondateurs, le directeur juridique, le manager, etc. Et c'est à toi de gérer la temporalité. Tu envoies un message aussi. Les personnes que tu impliques dans le processus de vente, ça envoie un message de l'importance, de l'énergie, de ce que tu mets pour la personne qui est en face. Donc, c'est bénéfique. Et tu as rarement un commercial qui est très bon dans tout. Faut pas se leurrer. Alors, on va faire un petit dernier jeu, en fait, pour conclure un petit peu toutes ces belles notions de vente et de closing. Je vais te poser des questions. Je serais curieux d'avoir tes réponses. Quels sont les 3 leviers les plus puissants dans la vente ? Qu'est-ce que tu appelles un levier ? Un levier pour passer d'un non à un oui ou d'un peut-être à un oui. Le pouvoir de questionner. Premier levier, les questions. Premier levier, effectivement, les questions. Deuxièmement, s'intéresser sincèrement à la personne. Donc, c'est important. De l'empathie, de l'écoute active. Tu peux poser les bonnes questions, mais tu dois comprendre ce qu'il y a derrière et vraiment comprendre la personne. Tu dois être capable de la décrire. Et troisièmement, une préparation extrêmement élevée. Voilà, okay. Entraînement difficile, guerre facile, comme on dit. Tu peux pas arriver sur un dossier comme ça en dilettante, genre, c'est une boîte du retail ou autre. Tu dois tout connaître sur ton interlocuteur, par quelle boîte il est passé, les enjeux, est-ce que l'entreprise va bien économiquement, mal, c'est quoi les chantiers qu'elle a annoncés dans la presse, c'est qui le CEO. Tu dois tout connaître en fait. Quelle est la pire méthode de vente selon toi ? Ce que tu disais, c'est-à-dire de faire un peu le bulldozer, de dérouler quelque chose qui est très unilatéral et qui est absolument pas personnalisé. C'est quoi, à ton sens, l'étape la plus pénible dans la vente pour toi ? Pénible ? Ce que tu n'aimes pas faire. C'est une bonne question. La revue légale, qui sur des gros contrats peut être très 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 longue parfois et on peut avoir des discussions qui sont vraiment fatigantes. Ou alors pareil, tout ce qui va être revue cybersécurité. Alors nous, on a les normes les plus élevées, mais vérifier que au niveau du cloud, que tout va bien et qu'ils peuvent bien travailler avec nous. Donc ça, c'est tout ce qui est paperasse, entre guillemets, légal, IT et autres. Voilà. Moi, j'avais 2 étapes pénibles, je trouvais. C'était le recrutement des commerciaux, mais on a parlé tout à l'heure. Je me suis vraiment concentré sur le processus de vente. Effectivement, le recrutement, c'est très pénible parce que tu peux pas te tromper, donc ça peut être fastidieux. D'ailleurs, je suis en train de tester un outil, parce qu'avec l'IA, on fait des trucs géniaux maintenant, où en fait, tu peux mettre des scénarios de vente dans un outil, et en fait, tu vas prendre tes candidats commerciaux, et ils parlent avec une IA qui a une voix synthétique, qui fait semblant d'être un prospect, et après, tu peux scorer tes commerciaux, voir du coup qui était bon, et tu peux mettre des scénarios, tu peux mettre des caractères différents de prospects. C'est que le même scénario, lui, il a un caractère jovial, lui, il a un caractère qui est plutôt renfrogné, lui, il a un caractère qui est plutôt timide, et du coup, tu vois, selon les caractères, parce que souvent, en tant qu'humain, tu matches avec un caractère qui est un petit peu ton opposé, parce que tu te complètes, et quand tu as un autre caractère, tu es un petit peu perdu. Mais est-ce qu'Augustin, ça remplace ta simulation de vente ?
Est-ce que tu t'appuies sur ça ou est-ce que tu continuerais à faire en parallèle une simulation un peu comme j'ai décrite? Tu vois, ça c'est la question. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on est encore de balbutiement, il y a encore des choses, mais je trouve que ça permet déjà de dégrossir un petit peu quels sont les candidats que tu as envie d'avoir en entretien. Peut-être tu as en étape préalable, parce que si tu as 50 bons candidats, faire 50 entretiens, ça prend énormément de temps. Ouais. Donc c'est vrai que déjà dégrossir cette étape du recrutement, qui est un pain point, parce que quand tu grossis, tu as besoin de beaucoup plus de commerciaux, ça peut être pas mal. Et le deuxième étape pénible, je trouve, et alors c'est pas moi qui l'ai vécu, mais je voyais quand j'avais des commerciaux dans d'autres équipes, c'est le remplissage du CRM. Alors ça, c'était... après, ils ont tous un pôle dans la main. C'est incroyable. Et pourtant, c'est capital, parce que toutes les KPIs, c'est ce qui fait la survie de ta boîte, en fait. Alors ça, tout le monde déteste. Pourquoi? Parce que le sales ne voit pas l'intérêt. Il a l'impression que c'est que pour le management, pour faire du reporting. Alors maintenant, avec l'IA, nous, on le fait, ça remplit le CRM automatiquement. Ouais. Tu peux avoir des outils, tous les outils en fait qui te permettent d'enregistrer les calls. Tu as un transcript est analysé et ensuite directement, ça va alimenter ton CRM. Donc ça, c'est quand même assez confortable maintenant. Mais effectivement, l'update du CRM, moi j'ai beau le répéter, même sur des gens seniors, c'est fatigant. C'est vrai que le pipeline à jour, tu vois, c'est vraiment le truc sur lequel moi je martèle ça à mes équipes tout le temps et il y a souvent des erreurs. Alors pas sur tout le monde, mais globalement c'est compliqué. Ouais. Il y a beaucoup de process de vente qui passent par l'oral. Donc c'est très dur de digitaliser, c'est-à-dire que même l'IA qui interprète la voix, est-ce qu'il a dit oui, est-ce qu'il a dit non, qu'est-ce que je mets comme flag dans mon CRM, c'est encore très à la mano en fait. Donc et pourtant c'est capital en tant que dirigeant de savoir où est-ce que tu en es, de faire du forecast comme on dit. Mais même le sales, si tu veux, doit cleaner son CRM, il doit comprendre où on est l'opportunité, il doit pas être dans le déni. De toute façon, tu as des revues de pipeline avec ton manager en général pour regarder qu'est-ce qui va closer, qu'est-ce qui ne va pas closer, on en est. Et c'est critique. Et si c'est pas à jour, pour moi, c'est ça qui fait la différence entre un bon et un excellent, en fait. Un excellent, son pipe est à jour, au moins son pipe. Les notes sont aussi d'un bon niveau. Et en fait, il voit aussi l'intérêt. Et c'est aussi l'image que tu transcris. Tu remplis mal le CRM, les opportunités sont pas à jour. Tu fais passer un peu tout le monde pour... tu fausses tout le monde, quoi. Alors, dernière chose, question que je voulais te poser, c'était sur l'animation des équipes sales. Est-ce que tu as des rituels de réunion avec tes sales, comment tu les animes, et si tu avais des conseils à donner sur comment animer l'équipe de sales et comment gérer ce genre de réunion, qu'est-ce que tu dirais à nos personnes qui nous écoutent? Je pense que quelle que soit la taille de l'entreprise, à partir du moment où tu es un CEO et un sales, alors peut-être pas une réunion commerciale, peut-être ça c'est un peu plus, mais il y a au moins un one-to-one qui doit être important. Donc one-to-one, moi j'aime bien commencer, le mood, le week-end, comment ça s'est passé pour pas, boum, directement rentrer sur la partie chiffre. Ensuite, effectivement, tu vas avoir une revue du pipeline. Qu'est-ce que tu as closé? Qu'est-ce qui te reste à closer en termes de chiffres? Et qu'est-ce que tu as et qu'est-ce qui manque entre les deux? Voilà. Donc ça, c'est assez basique. Et aider la personne sur ses challenges. Donc ça, tu as un one-to-one. Pour moi, c'est assez universel. Ensuite, tu as une réunion d'équipe, une réunion commerciale, qui est le moment du partage de savoir. Et qui est aussi la vision macro. Un sales, il est très concentré sur son quota, mais c'est important qu'il voit aussi quels sont les rendez-vous qui ont été faits sur d'autres géographies. Peut-être que c'est super, il faut qu'on parle. Où on en est au niveau de l'équipe, où est-ce qu'il se situe au niveau de l'équipe, parce que je parlais du mindset, du tempérament de compétiteur. C'est important de savoir comment tu te situes et d'exprimer ces challenges en public et qu'il y ait une tribune pour pouvoir dire « Ah oui, moi la semaine dernière, j'ai obtenu cette objection, c'est compliqué, ou alors on gèle tous les budgets. » Bon, et de faire réagir les gens. Donc ça, tu as une réunion commerciale chez nous le lundi matin et parfois maintenant le lundi fin de journée pour pouvoir permettre à ceux qui sont en time zone US, parce qu'on a plusieurs personnes qui sont aux US, de pouvoir suivre la réunion. On dirait que c'est important. Et dedans, ce que tu fais, donc tu commences par briser la glace. Avant, je faisais des petits jeux, des petites slides. Un rêve que bucket list, qu'est-ce que tu rêves de s'y te rester un mois à vivre, qu'est-ce que tu voudrais faire, chacun interagit, ça c'est super. Ou les annonces importantes de la boîte pour être sûr que les commerciaux aient bien les infos, des produits, des informations importantes, des infos RH qui arrivent, qui partent, où on en est au niveau des chiffres. Est-ce qu'on est bien, pas bien? On a tel pipeline pour la boîte, il faut cravacher, on est bien, bravo les gars. On félicite les personnes qui ont signé des deals la semaine d'avant. Le leaderboard qui est situé quand même où depuis le début de l'année et sur le trimestre en cours. Ensuite, la win story de la semaine. Celui qui a closé le plus gros deal le raconte à ses collègues. Voilà, sous format médic, il y avait ci, telle personne, voilà ce qui a fait la différence. Et ensuite, les deux équipes font aussi un point. L'équipe New Business, donc chasse, on a pris tel rendez-vous la semaine dernière, c'est bien, c'est pas bien. L'équipe client,
Bon, moi, j'ai ce qu'on appelle des CAM, des Key Account Managers qui gèrent les plus gros clients. On a fait tel renouvellement, celui-là était compliqué, celui-là, on a fait un upsell. Super, comme ça, tout le monde a de la visibilité. Et ensuite, on va en général soit inviter un autre département pour parler rapidement le marketing, le produit ou autre, et les deals qui sont dans les étapes les plus avancées, en négociation, où on a déjà l'accord, et j'interroge un peu tout le monde. T'en es où, Augustin, sur tel deal? Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Clac, 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 clac. Et dernière slide, c'est est-ce que vous avez rencontré un challenge la semaine dernière? Et ça, c'est ouvert. Et t'as quelqu'un qui peut dire « Ah, je suis bloqué sur ce produit, j'ai eu telle objection. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment répondre ?» Et tu peux dire « Ah, ben j'ai eu la même. Moi, je répondrai comme ça. Ah, il m'est arrivé ça sur tel deal. » Parce que les équipes de vente ne sont pas au courant de ce qui s'est passé dans tel deal à droite à gauche. Et d'une géo à une autre, il y a des problématiques qui peuvent servir à d'autres. Donc, c'est aussi un moment de partage et de voir ce qu'a l'autre. Et souvent, à chaque réunion, c'est « Ah, ça m'intéresse, viens, on en parle à côté, tu vois. » Boum. Voilà. Donc voilà. Et après, on a un rendez-vous le lundi après-midi aussi avec où je présente moi plutôt les chiffres et quoi. C'est un micro-résumé de la réunion commerciale. Et là, tu as toute l'entreprise. D'accord. Et une fois par mois, on a une réunion, on revoit tous les chiffres avec les équipes RevOps, marketing, donc toute mon équipe revenue. Et on analyse. Voici la target. Voici les canaux qui ont attiré le plus. Les demandes entrantes, la prospection, les partenaires, etc. On analyse et ensuite on sort avec un plan d'action. Voilà ce qu'on va faire sur le mois suivant. Ok, c'est super complet en tout cas, merci Raphaël. Donc on arrive à la fin de ce CEO Live Talk en tout cas. Comment tu te sens à parler de closing et de vente à notre auditoire? Comment tu te sens maintenant? Top. Non, j'adore, c'est un sujet de passion. Donc, je sens que ça te... Moi j'adore. Ouais. Et c'est vraiment une chance. Et pour moi, la victoire sublime tous les échecs, vraiment, en vente. Okay. Donc j'adore. Franchement, c'est comme marquer des buts ou gagner quelque chose, ça me stimule et j'aime bosser avec les équipes sur ces sujets-là. J'aime faire monter en compétences. Non, c'est top. Alors, il y a pas mal de gens qui nous écoutent sur YouTube et tous les différents podcasts, mais il y a aussi les membres du CEO Club qui sont des dirigeants et des entrepreneurs. Est-ce que tu aurais un mot spécialement pour eux ce soir que tu voudrais leur donner? J'ai hâte de vous voir et venez avec vos problématiques. J'essaierai de voir modestement si je peux vous aider. Super. Est-ce que tu as un thème que tu souhaiterais qu'on aborde lors d'un prochain live talk avec un autre dirigeant? Et si ce thème-là, tu le choisis, qui tu verrais du coup aborder ce thème-là avec nous? Sur l'univers de la vente? Non, sur un autre thème. C'est une bonne question. Ça peut être le recrutement des commerciaux est un sujet intéressant qu'on a effleuré, mais qui est quand même assez clé. Le management, c'est aussi très compliqué. Moi, je vois que j'ai quand même beaucoup de questions. Si je reprends le recrutement, recruter son premier sales. Tu vois, j'ai eu un WhatsApp d'une entreprise dans laquelle j'ai investi. Ils essaient de trouver leur premier sales, ils se posent plein de questions. Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Est-ce que c'est un founding sales qui peut aider les fondateurs? Je vais te soumettre quelques suggestions. Okay. Alors, si on parle du management, est-ce que tu aurais une personne que tu aimerais entendre sur le sujet en particulier? Quelqu'un qui est pour toi la référence dans ce sujet-là, par exemple? Écoute, moi, sur le management, si on reste encore dans l'univers de la vente, j'ai toujours essayé de m'entourer. Donc, il y a des gens très talentueux. Je pense à des gens qui sont des mentors, mais aussi des amis. Tu peux avoir Romuald Mérès, qui est le patron de Zora Europe du Sud, ou Frédéric King Johnson, qui est le general manager France, Espagne, Italie de chez Content Square. Donc, c'est des gens, moi, qui m'ont beaucoup apporté à titre personnel et ravi d'avoir une table ronde avec eux. Bon, on essaiera de les inviter la prochaine fois pour parler. Parce que c'est vrai que le management, ça sera sûrement un des prochains thèmes du prochain CEO Live Talk. En tout cas, merci Raphaël. Merci à toi pour l'invitation, c'était un plaisir. C'était vraiment une discussion passionnante. On a revu vraiment toutes les étapes de la vente en passant par les objections, le recrutement, les KPIs, le mindset, les équipes de vente, le recrutement. Voilà, on a vraiment passé toutes les étapes de la vente et du closing. Et en tout cas, pour ceux qui veulent continuer de parler de vente et de closing, nous on se retrouve à la soirée le CEO After Work qui a lieu juste en face ce soir avec plus de 80 dirigeants qui viennent du coup découvrir le CEO Club. Et ceux qui veulent en savoir plus sur le CEO Club, vous avez les liens en description. Et n'oubliez pas de mettre un petit like, ça aide à la visibilité et aussi à développer de contenu pour les dirigeants et les CEO. Merci Raphaël, très bonne soirée. Merci Augustin, on fait le dîner. Ça marche. Ciao.